23 mars 1944. Ministère de l'Armement et de la Production de guerre du Reich, Berlin. Sur le bureau en acajou d'Albert Speer, un dossier confidentiel attendait d'être ouvert, estampillé, Geheim, nur für den Minister, à l'usage exclusif du ministre. Son contenu était sur le point de briser les dernières illusions des dirigeants nazis sur la guerre. À l'intérieur de ce dossier, méticuleusement compilé par les restes des services de renseignement allemands après la dissolution de la Bundeswehr, se trouvaient des données qui allaient changer à jamais la perception de l'Allemagne quant à sa véritable place dans le conflit. Les chiffres étaient si divergents que, au début, Speer soupçonna une erreur de calcul ou peut-être un point décimal mal placé. Mais il n'y a pas eu d'erreur. Dehors, à travers les hautes fenêtres du ministère, on apercevait les rues dévastées de Berlin, où les ouvriers déblayaient les décombres des derniers bombardements alliés. Malgré les efforts surhumains de Speer, les usines allemandes, qu'il avait lui-même optimisées de main de maître, devaient livrer 39 870 avions en 1944, un chiffre qu'il avait fièrement présenté à Hitler quelques semaines plus tôt. Les Américains à eux seuls, sans compter la production britannique ou soviétique, en fabriqueraient 96 000 la même année. Près de 2 fois et demi plus. Mais le dossier ne se limite pas à de froides statistiques. Les rapports des services de renseignement des pays neutres, les communications interceptées et les photos de reconnaissance ont révélé une vérité qui dérange, les États-Unis n'étaient pas à bout de souffle pour atteindre ces chiffres. Ils produisirent des avions en série tout en construisant, en parallèle et facilement, des navires, des chars, des camions et des munitions en quantité qui défiaient la logique allemande. Le sort de la guerre ne se décidait pas dans les tranchées, mais sur les chaînes de production, et ces feuilles de calcul obligeraient même les nazis les plus fanatiques à faire face à une réalité indéniable. Ils avaient grotesquement sous-estimé la puissance industrielle d'un adversaire qu'ils n'avaient jamais vraiment compris. Speer était le faiseur de miracles de la production de guerre allemande. Il prend le contrôle des armements le 8 février 1942, après la mort suspecte de Fritz Todt dans un accident d'avion. En moins de 2 ans, elle avait multiplié par 3 la production d'avions, la production de chars par 4 et la production de munitions par 5, tandis que les bombes alliées réduisaient les villes allemandes en ruine. Son système de production décentralisé permettait d'acheminer les armes vers la Wehrmacht même sous des tirs constants. Hitler le qualifiait de « génie organisateur ». Göring l'a félicité comme l'homme qui a rendu l'impossible possible. À 39 ans, il était le plus jeune ministre du Reich, un architecte transformé en magicien de la logistique, un technocrate qui semblait contourner les lois de l'économie. Ces réformes étaient révolutionnaires selon les normes allemandes. Il a mis en place des équipes uniques spécialisées, des composants standardisés et a réduit le nombre de principaux modèles d'avions de 42 à seulement 5. Il arracha le contrôle aux factions rivales nazies, réduisit la bureaucratie étouffante et adopta des techniques de production de masse ironiquement inspirées des méthodes automobiles américaines qu'il avait étudiées dans les années 1920. À la fin de 1943, Speer avait des raisons d'être confiant. Son système avait prouvé qu'une organisation rationnelle pouvait compenser les désavantages matériels. Mais au début de 1944, des rapports des services de renseignement commencèrent à arriver, ébranlant cette sécurité. Les chiffres semblaient absurdes et les allégations invraisemblables. La propagande nazie insistait sur le fait que les États-Unis étaient une nation de musiciens de jazz et d'acteurs hollywoodiens, affaiblis par le métissage et l'inefficacité démocratique. Comment un tel pays pourrait-il à lui seul surpasser la production combinée de l'ensemble du Reich? Le réveil eut lieu en janvier 1944, lorsque les services de renseignement de la Luftwaffe interceptèrent et décodèrent les rapports de production américains destinés aux soviétiques via le pré-bail. Le général Adolphe Galland, inspecteur général des forces de chasse, discuterait de ces découvertes avec Speer. Une série de réunions tout au long de l'année. Selon les documents, les Américains ont affirmé avoir fabriqué 9113 avions en décembre 1943, presque le même que l'Allemagne produite en 3 mois. Speer a exclu les données comme une propagande pour démoraliser les Allemands, mais les preuves ont accumulé. Des photos de reconnaissance obtenues par des entrepreneurs suédois neutres ont montré des rangées sans fin de bombardiers du Liberator BE-24 quittant l'usine de Willow Run dans le Michigan. Un ingénieur suédois qui avait visité l'usine avant l'entrée américaine pendant la guerre a fourni des détails précis. L'usine mesure presque 1 km et 400 mètres de large. Jusqu'en avril 1944, il livre un bombardier à 4 moteurs toutes les 63 minutes. Il fonctionne en 2 heures, 6 jours par semaine. Compte simple, environ 650 bombardiers par mois, seulement ce complexe. Speer a examiné les photos avec une loupe. Les images montraient non seulement des avions prêts à l'emploi, mais le processus d'assemblage lui-même, une ligne de production révolutionnaire où l'avion s'est déplacé à travers des stations fixes, pas les travailleurs autour des structures arrêtées.
C'était la révolution fordiste appliquée à l'aviation. Abwehr étant absorbé par SS en février 1944, Speer est venu à dépendre de sources de renseignement alternatives. Il appartenait à plusieurs départements de son ministère, en collaboration avec les restes de renseignement militaire, d'évaluer la production américaine. Les entrepreneurs suisses ayant des liens commerciaux aux États-Unis ont fourni des données annuelles sur le rapport. Les diplomates espagnols à Washington nous ont envoyé des journaux qui, sans honte, ont publié des numéros de production. Les commerçants portugais ont signalé que le mouvement des navires dans les ports atlantiques. Mais les informations les plus précieuses sont venues des adidos navals japonais à Berlin. Tout au long de 1944, le renseignement japonais a partagé des données collectées par ses ambassades en Argentine et au Chili. Les avions américains ont atteint les bases d'entraînement en Amérique du Sud. Pour le Brésil seulement, 500 avions par mois, exclusivement pour instruction. L'intelligence suédoise, en particulier, était approfondie. Le géant SKF, avec les usines américaines, a permis aux cadres neutres de visiter les usines américaines. Ces mêmes dirigeants, équilibrant la corde raide de la neutralité suédoise, ont transmis des informations aux deux côtés. Un rapport a décrit l'usine de moteurs Pratt & Whitney à East Hartford, Connecticut, la production de 1000 moteurs par semaine. Les installations de test fonctionnent sans arrêt. Il emploie 40 000 travailleurs, dont 11 000 femmes. Le parking compte environ 15 000 voitures, véhicules personnels. En mars 1944, Speer a répandu les rapports sur sa table de réunion. À côté de lui, Carl Otto Sauer, son adjoint à la production de chasseurs, a conféré les calculs avec une calculatrice mécanique. Supposons que ces chiffres sont gonflés de 50% par la publicité, a suggéré Speer. Sauer a répondu sans hésitation, même ainsi, il y aurait 48 000 avions par an, encore plus que notre production totale. Mais les preuves n'ont laissé aucune place à l'exagération. Les journaux américains, obtenus par des ambassades neutres, ont publié ouvertement les données. La vérité était incontournable. Le New York Times a non seulement annoncé le BE-29 No Sensora programme des dwelling horaires, capacité et même les noms des ingénieurs responsables. L'équipe a dédié des rapports entiers à Willow Run, affichant des numéros de production comme s'ils étaient des dizaines d'un jeu dont le résultat a déjà été décidé. Et la vie, avec sa précision photographique habituelle, a publié des images des chaînes de montage où il était possible de lire, de première main, les numéros de série des bombardiers sortant des tapis roulants. Chaque édition était un rapport de renseignement libre, vendu sur des stingers de Berna de Berne à Stockholm, tandis que l'Allemagne est toujours classée comme secret d'État jusqu'à l'emplacement de ses propres usines. Willow Run n'était pas seulement une usine, il était un manifeste industriel. Construite par Ford en 1941, sa principale plante couvrait 3,5 millions de pieds carrés, une zone plus grande que l'ensemble du complexe Messerschmitt à Augsbourg. Les chiffres, recueillis par l'ingénieur suédois Per Jacobson lors d'une visite technique à la fin de 1943, étaient aussi précis que dévastateurs, 42 000 travailleurs, dont 35% de femmes, correction des travaux pendant que l'avion progressait via des tapis automatisés. Temps de formation moyen pour les nouveaux employés ? 3 semaines. En avril 1944, la ligne a produit un BE-24 toutes les 63 minutes, 453 avions en 468 heures de fonctionnement. Speer a confronté ces données à la réalité allemande, un Messerschmitt Bf-109, un combattant de Luftwaffe standard, a nécessité 4000 heures d'heures pour être assemblé, avec des artisans spécialisés consacrant des mois à la formation. Le BE-24, 5 fois plus lourd, n'a consommé que 1225 heures d'hommes dans l'assemblée finale. Ce n'était pas une différence d'échelle, c'était une révolution du concept. Dans les conférences avec Hitler, Speer a pris ses preuves l'une après l'autre. Photographies, coupures de journaux, témoignages d'informateurs. La réaction de Führer était toujours la même, un mélange de dédain et d'accusation. Propagande. Les Américains veulent que nous croyions en ces fantasmes. Aucune nation ne construit des avions comme des voitures. Mais c'était exactement ce qu'ils faisaient. Les mensonges juifs se sont répandus sur Roosevelt, a décrété Hitler, mettant fin à la discussion avec un geste de la main. Mais dans les coulisses, même les plus fidèles ont commencé à douter. Le maréchal de champ Ira Milch, secrétaire d'État pour le ministère de l'Aviation, a appelé Speer dans un coin après une réunion. Ces chiffres sont réels, n'est-ce pas? Je pense qu'ils sont même sous-estimés, a répondu Speer. Milch a baissé la voix, donc, nous avons déjà perdu. De retour à Berlin, les calculs finaux ont confirmé le pire. Les données stratégiques des bombardements stratégiques des États-Unis n'ont laissé aucune place pour les illusions. En juillet 1944,
l'Allemagne a atteint son pic de production mensuel avec 4219 avions à 3375 combattants en septembre. Toute l'année était de 39 807 unités, dont 25 285 combattants, 5 468 bombardiers et 9 054 avions d'autres types. Les Américains? En moyenne 8 000 par mois. Total annuel, 96 000. Parmi ceux-ci, 16 000 étaient des bombardiers quadrimotrices, 35 000 combattants et 45 000 avions de formation, de transport et de reconnaissance. Mais les chiffres bruts n'étaient que le début. Chaque BE-24 Liberator portait la puissance de feu de 2 bombardiers moyens allemands, consommant moins de carburant, nécessitant moins d'équipage et entretien par tonne de pompes livrées. La supériorité qualitative a amplifié le quantitatif jusqu'à la comparaison grotesque. Et puis est venu les rapports sur l'aluminium. Des sources argentines ont révélé, les États-Unis ont produit 420 000 tonnes par an. L'Allemagne, même avec les barrages hydroélectriques norvégiens, a à peine atteint 245 000. Les données sur le pétrole étaient encore plus brutales, 4,7 millions de barils raffinés quotidiennement aux États-Unis contre 124 000 barils de carburant synthétique allemand équivalent. Vous coulez un pétrolier américain avec 100 000 barils, à noter un attachement militaire japonais à Berlin. Ils ne réduisent pas la consommation. Ils en ordonnent simplement un autre. Ce n'est pas la guerre telle que nous le comprenons. C'est l'arithmétique industrielle. Mais l'abîme est allé au-delà des ressources. À Wright-Field, Ohio, les Américains ont testé des moteurs sur des chambres qui ont simulé 50 000 pieds d'altitude. Le meilleur laboratoire allemand a à peine atteint 30 000. Ces usines ont utilisé un contrôle statistique de qualité, des échantillons aléatoires et des analyses mathématiques ont remplacé l'inspection individuelle, accélérant la production sans sacrifier la précision. L'affichage Norden, remis du BE-17, a révélé une telle génie avancée que le docteur Ernst Haenkel lui-même, concepteur d'avions, a avoué à ses pairs, « Nous sommes des artisans qui construisent des avions. Ce sont des industriels les fabricants. Nous ne pouvons pas rivaliser avec les mathématiques. » Et puis les navires sont venus. Les chantiers navals américains ont lancé 2710 navires Liberty entre 1941 et 1945. Le célèbre SS Robert E. Peary, monté en 4 jours et 15 heures en démonstration, n'était que la pointe de l'iceberg. La production régulière a pris 42 jours à partir du début de la quille à la sortie. En 1943 à 1944, les chantiers navals ont livré près de 3 navires tous les 2 jours au pic de production. Les sous-marins ont signalé des trains sans fin de ces navires, le message était clair, les États-Unis ont remplacé les pertes plus rapidement que l'Allemagne ne pouvait les couler. Mais c'est en mai 1944 que l'intelligence a apporté les nouvelles les plus terrifiantes, la superforteresse Boeing BE-29. Les rapports d'hommes d'affaires suédois qui ont visité Boeing ont décrit un avion en dehors de tout paramètre connu. 141 pieds et 3 pouces envergure. Poids maximum de 140 000 livres. Charge de pompage de 20 000 livres. Portée de 3700 miles. Cabine sous pression pour les vols à haute altitude. Towers de mitrailleuses contrôlées à distance. La production avait commencé en 1943, avec 3970 unités prévues dans 4 usines différentes. Pendant ce temps, le projet le plus avancé de l'Allemagne, Heinkel et 277, était toujours des brouillons dans les tableaux à feu. Le BE-29 volait déjà dans des équipes d'entraînement. Lorsqu'il est confronté à des photographies de bombardiers, Göring a explosé, personne ne peut produire quelque chose comme ça. Mais Adolphe Galland, là de Luftwaffe et d'autres officiers réalistes connaissaient la vérité. Comme Galland l'écrirait plus tard, ce n'était pas un bluff. C'était la réalité industrielle. Et les pilotes américains capturés ont confirmé le pire, alors qu'un pilote allemand a reçu environ 150 à 200 heures de vol avant le combat, les Américains ont accumulé entre 250 et 400 heures, 60 en formation primaire, 70 dans les bases, 50 à 75 chez l'attaquant et jusqu'à 170 heures dans la transition du combat des avions. Ce ne sont pas seulement les machines que les Alliés ont produites en masse. C'étaient des pilotes. En 1944, des pilotes de chasse allemands sont entrés au combat avec un vol de 112 heures, déjà réduit de 160 heures au début de l'année. Jusqu'en 1945, ce numéro roulait à seulement 50 heures, dont beaucoup dans des entraîneurs obsolètes, sans même toucher les combattants qui le rouleraient au combat. La pénurie de carburant était si critique que plusieurs pilotes ont décollé pour leur première mission de combat sans jamais avoir volé dans l'avion qui les entraînerait maintenant à la mort. Ce n'était pas un manque de courage. C'était le manque de tout le reste. Le sergent-entraîneur William Barnes, un chef BE-17 d'un BE-17 déduit et capturé,
a révélé lors des données d'interrogatoire qui ont gelé le sang des stratèges allemands, nous repensons environ 60 bombardiers par mois sur l'Allemagne. Seulement Boeing a livré 140 par mois. Nous avions plus d'avions que l'équipage formait. C'était la logique industrielle américaine en action, les pertes étaient des statistiques, remplacement, une certitude. Et puis est venu le 6 juin 1944. D&D n'était pas seulement une invasion, c'était une démonstration d'une force industrielle sans précédent. Plus de 5000 navires, 11 000 avions, 150 000 hommes sur la première vague. Hitler têtu a insisté sur le fait que c'était les meilleurs Américains pouvaient faire, un effort insoutenable. Speer connaissait la vérité. Les rapports de renseignement en Argentine ont confirmé, les chantiers navals américains ont lancé le porte-avions de la classe Essex en rythme de production, chacun consommant 27 000 tonnes d'acier et transportant 100 avions. Pendant ce temps, Graf Zeppelin, le seul porte-avions allemand, a pourri incomplet après 6 ans de construction. Le docteur Karl Krosch, président du conseil de l'IG Farban, a apporté des nouvelles plus désolées par le biais de contacts suisses. Les Américains ont produit 800 000 tonnes de caoutchouc synthétique par an, Allemagne, 120 000. Ils ont résolu le problème de la production de butadiène qui nous a limités. Nous gardons des secrets, ils partagent la technologie. Nous dépendons de génies isolés, ils multiplient l'efficacité avec la coopération. Juillet 1944. Des photographies de la reconnaissance du complexe industriel de Détroit ont révélé une concentration de pouvoir qui embarrassait le Val fier de Hallorure. Willow Run, 1600 acres, Ford. River Rouge, 2000 acres, The Chrysler Tank Arsenal, 1100 acres, General Motor Installation, plus de 5000 ajouts combinés. Les analystes ont identifié des centaines d'usines géantes, des milliers de véhicules dans des parkings, des dizaines de centrales électriques et de chemins de fer se déplaçant plus de 1000 wagons par jour. C'était une machine de guerre qui ne s'est jamais arrêtée. Août 1944 a marqué le pic de la production aérienne allemande, et le moment Speer a accepté l'inévitabilité de la défaite. Un rapport de renseignement a comparé les chiffres. Production américaine, janvier-juin 1944. 48 000 avions, rythme de 96 000 annuels. 14 000 chars. 300 000 camions militaires. Des centaines de navires de guerre. 5,75 millions de tonnes de navires marchands. Production allemande, même période. 19 800 avions. 9 700 chars et canons d'assaut. 47 000 camions. 193 BOTU. Navires marchands? Pratiquement zéro. La production américaine s'est accélérée. L'Allemand, sous bombardement stratégique, s'est effondré. La campagne pétrolière avait réduit la production de carburant au niveau catastrophique. Le plan de transport avait créé des goulots d'étranglement logistique qui ont laissé des armes prêtes à la pourriture dans les usines, sans accent grave théâtre. Et puis, à la fin de 1944, des fragments d'intelligence ont commencé à arriver sur un projet américain incompréhensible. Bien que la nature atomique soit encore secrète, l'ampleur industrielle était indéniable. Les rapports décrivent les installations qui dévoraient l'électricité en quantités absurdes. Oak Ridge, au Tennessee, a consommé 1/17 de toute la production électrique américaine, avec des pics de 298 800 kW. Les Américains allouaient l'ensemble du programme allemand V-Arms pour un seul projet, dont le but que personne ne pouvait déchiffrer. L'analyse de septembre 1944 a révélé que l'abîme entre l'Allemagne et les États-Unis n'était pas seulement des chiffres. C'était philosophique. Les Américains parient sur coche caractère gras simplification radicale pour la production de masse. Coche caractère gras pièces interchangeables entre différents fabricants. Coche caractère gras contrôle statistique de qualité. Coche caractère gras travailleurs ultra spécialisés dans des tâches répétitives. Les Allemands, en revanche, ont insisté. Signe de multiplication caractère gras conception complexe, chef d'œuvre d'ingénierie. Signe de multiplication caractère gras pièces uniques pour chaque fabricant. Signe de multiplication caractère gras artisanat individualisé. Signe de multiplication caractère gras les travailleurs en tant que généralistes hautement qualifiés. Comme Speer le refléterait plus tard, nous avons construit des avions en tant que travaux d'ingénierie. Ils les ont fabriqués en tant que produits industriels. Notre Me-262 était supérieur, mais nous ne pouvions en produire que 20 par mois. Ils auraient repensé la production de masse et en livré 2 cents. Même Göring, le chef arrogant de Luftwaffe, ne pouvait plus ignorer la vérité. Dans la bataille du Golfe de Leyte, la marine américaine a perturbé plus de porte-avions que l'Allemagne n'avait des destroyers. Lors d'une conférence Luftwaffe,
Galland a présenté des chiffres qui ressemblaient à une condamnation à mort. Les combattants américains ont dépassé les Allemands de 15-1 sur l'Allemagne. Les pilotes américains sont arrivés avec 400 heures de vol, les Allemands, avec 50. Les moteurs américains ont duré 400 heures entre les révisions, les Allemands, 25. Nous n'avons pas fait face à une force aérienne, nous affronterons plusieurs, a admis Galland. Seule la 8e armée de l'air a 3000 bombardiers lourds. Chaque American Air Force est plus grande que toute notre Luftwaffe. Le coup final est venu en décembre 1944, avec l'offensive des Ardennes. Malgré l'effet surprise totale, les forces allemandes ont été avalées par la réponse américaine en quelques jours. Dans quelques semaines, les États-Unis ont déménagé. 250 000 hommes. 50 000 véhicules. 500 000 tonnes de fournitures. Lorsque les Allemands ont capturé les dépôts des fournitures américaines, ils ont trouvé une abondance qui a contesté la logique, plus de munitions, de nourriture et d'équipements dans un seul entrepôt que les divisions entières de l'armée allemande. En janvier 1945, Speer a reçu le coup d'État de Merci, Public Annonce of American War titre, oui, la publicité dans les magazines, révélée. Les chiffres qui, en Allemagne, seraient des secrets d'État. Vos titres de guerre ont construit 317 avions, 1940 à 1945. 86 000 chars. 2,6 millions de camions. 6 500 navires de guerre. 2710 navires Liberty astérisque. Les Américains n'ont pas caché leur production, ils l'ont annoncé pour vendre plus de titres. Le 30 janvier, anniversaire de l'arrivée d'Hitler au pouvoir, Speer a essayé une dernière fois, mon Führer, nous devons faire face à la réalité. Les Américains produisent en un mois ce que nous produisons en un an. La réponse d'Hitler était un délire, les guerres sont remportées par le testament, pas pour les statistiques de production. Le 18 mars 1945, Speer a envoyé un mémo désespéré, l'économie allemande s'effondrerait en 4 à 8 semaines. Le lendemain, le 19 mars, Hitler a signé le décret de Néron, commandant la destruction de toutes les infrastructures allemandes. Speer a répondu le 29 mars. La supériorité de l'ennemi dans les armements et la capacité industrielle a atteint des proportions qui rendent toute résistance sans signification. Ils peuvent remplacer en semaines ce que nous avons détruit. Nous ne reconstruisions pas depuis des décennies. Hitler l'a accusé de défaitisme. Mais la vérité était que, depuis le milieu de 1944, les chiffres avaient déjà condamné l'Allemagne. En avril 1945, alors que les Américains ont avancé à Berlin, d'autres rapports sont arrivés. Une édition capturée du magazine Fortune a révélé la conversion totale de l'industrie automobile américaine. En 1941, ils ont produit 4,8 millions de véhicules civils. En 1944, ils ont fait des millions de jeeps, camions et réservoirs, des dizaines de milliers d'avions, le tout pour la guerre. C'était la fin. Pas faute de courage, pas par manque d'ingéniosité. Par des mathématiques pures. L'Allemagne avait perdu la guerre contre les lignes de production, bien avant le premier coup. Lorsque le Troisième Reich s'est effondré, les chiffres de production ont raconté une histoire irréfutable, pas l'héroïsme, mais d'une disparité si brutale qu'elle a transformé la guerre en exercice de futilité. Les États-Unis ont non seulement mobilisé son industrie, ils se sont multipliés jusqu'à ce que cela en fasse une force de la nature. Entre 1940 et 1945, ces usines crachent 300 317 avions militaires, presque triple des 95 000 que l'Allemagne a réussi à produire en 6 ans de conflit. 86 000 chars contre 63 800 de l'ennemi. 2,6 millions de camions contre 345 000. 639 000 jeeps contre une flotte allemande qui atteint à peine un dixième de ce nombre. Et ainsi de suite, 257 000 canons contre 61 000 et 6,5 millions de mitrailleuses contre 1,2 million et 6 500 navires, y compris 2710 navires Liberty, les cargos qui ont gardé le flux de fournitures ininterrompu tandis que les U-boats allemands se sont placés dans le désespoir. Les proportions étaient écrasantes. 3 points de aircraft américains pour chaque Allemand. 1,35 réservoirs pour chaque Panzer. Et dans l'élément le plus critique des camions, qui a déplacé les armées et a gardé les fronts de bataille, l'avantage était de 7,5 à 1. Et sans parler de ce que les États-Unis ont envoyé aux Alliés par le pré-bail, un flux d'armes qui, seuls, ont dépassé la production totale de nombreuses nations belligérantes. Lorsque le United States Strategic Bombing Survey a analysé les données après la guerre, il a découvert quelque chose de plus révélateur, l'intelligence allemande avait sous-estimé la production américaine de 330%. En 1944,
ils ont prédit que les États-Unis feraient 22 440 avions. La réalité? 96 318. Ce n'était pas un pic d'effort, ce n'était pas une épidémie temporaire. C'était la capacité durable d'une machine industrielle qui, une fois, ne pouvait pas être désactivée, et encore moins vaincue. Même les architectes Reich, ceux qui avaient construit leur réputation sur la croyance en la supériorité allemande, ont été forcés de faire face à la vérité. Albert Speer, le génie organisationnel d'Hitler, dont le nom a été enregistré dans le projet de guerre de chaque régime, a admis à des interrogatoires d'après-guerre que ces rapports n'osaient jamais enregistrer, au début de 1944. Je savais avec une certitude absolue que l'Allemagne perdrait la guerre. Ce n'était pas un soupçon. C'était des mathématiques. Le 96 mètres. Il a été des avions américains en 1944, ils étaient une peine. Pire, il n'y avait aucun moyen d'inverser. D'autres dirigeants ont confirmé la même chose. Le maréchal de Marshall Ira Milch, responsable de la production aérienne, a déclaré « Quand j'ai appris que les Américains ont produit 9000 avions en un seul mois, j'ai compris que la guerre était perdue. » L'amiral Karl Dönitz, commandant de la flotte sous-marine, a reconnu, lorsque le renseignement a rapporté que les Américains ont construit des avions d'escorte plus rapides que nous ne pourrions couler des navires, j'ai appris que la bataille de l'Atlantique était déterminée. Et là Adolphe Galland, qui a combattu dans le ciel contre une supériorité écrasante, a résumé « Chaque pilote américain que nous abattia a été remplacé par deux, mieux formés. Nous n'avons pas fait face à un ennemi. Nous avons fait face à une avalanche. » Mais ce n'était pas seulement la quantité. C'était la qualité multipliée par l'innovation. Alors que l'Allemagne dépendait de l'artisanat et de l'improvisation, les Américains ont dominé la production de masse de technologies révolutionnaires. Le fusible de proximité, par exemple, a augmenté l'efficacité de l'artillerie anti-aérienne de 700%. Les Allemands n'ont même pas développé l'appareil. Le radar? Les États-Unis ont produit des milliers d'unités en ligne de montage, Allemagne, centaines, à la main. Le turbocompresseur, qui nous a donné aux combattants un avantage décisif à l'altitude, a été réalisé en 300 000 unités par des ingénieurs allemands généraux, après avoir capturé des copies, n'a pas réussi à le reproduire. Non pas faute d'ingéniosité, mais par manque d'acier à haute résistance, les ligues métalliques, une base industrielle capable de scalaire. La différence n'était pas technologique. C'était civilisationnel. Et puis il y avait des chiffres que même les généraux allemands n'osaient pas prononcer à haute voix. En 1944, le PIB américain était de 210 milliards de dollars. Celui de l'Allemagne, 45 milliards. Les Américains ont alloué 45% de cette richesse à la guerre, et ont pourtant dépassé la production totale de guerre de Reich, qui, épuisée, a déjà compromis 65% de son économie. C'était une équation non résolue, l'Amérique pouvait perdre toute la production annuelle allemande dans une seule bataille et passer à autre chose. Il pourrait gaspiller des ressources qui auraient paralysé l'économie allemande. Il pouvait entraîner 435 000 pilotes, tandis que la Luftwaffe a à peine atteint 57 000. Et en 1945, beaucoup de ces cavaliers allemands n'avaient jamais tiré leurs armes à l'entraînement. Comme le général Johannes Steinhoff l'a admis, nous avons envoyé des enfants à combattre des professionnels. Ce n'était pas un combat. C'était l'exécution. La conscience de cette supériorité industrielle a non seulement scellé le sort de l'Allemagne, elle a érodé l'esprit de ses dirigeants. Tout d'abord, le déni, les chiffres doivent être faux. Ensuite, la rationalisation, notre qualité est payante. Ensuite, le désespoir, nous avons besoin d'armes miraculeuses. Ensuite, le délire, la volonté de fureur gagnera. Enfin, l'acceptation silencieuse, le moment où des hommes comme Speer ont regardé le ciel bondé des B-17 et ont compris qu'aucun courage ne pouvait surmonter une inondation d'acier. Le plus grand paradoxe? L'Amérique a prouvé que ce que l'idéologie nazie appelait impossible, l'intégration raciale, l'égalité des sexes, le bénévolat, était en fait plus efficace que la suprématie aryenne. Alors que l'Allemagne dépendait du travail des esclaves dans les camps de concentration, les usines américaines employaient des femmes, des noirs, des immigrants, et ont produit mieux et plus rapidement. Speer, au cours de ces dernières années, a réfléchi à la leçon amère, nous confondons l'exploit militaire avec le pouvoir industriel. Nous pensons que l'idéologie raciale pourrait surmonter la réalité numérique. Nous pensions que la volonté surmonterait la production. Chaque prémisse était erronée. Quand il a appris les 96 000 avions en 1944, ce n'était pas seulement la défaite qu'il a vue. C'était la fin d'un monde. La guerre s'est poursuivie pendant une autre année,
mais le résultat a déjà été écrit. La Normandie, Stalingrad, Berlin étaient des étapes, pas des décisions. La victoire avait été forgée bien avant, dans les lignes de montage de Détroit, aux États-Unis. Ross de Californie, dans les usines aéronautiques de Seattle. Elle a été gagnée par des travailleurs qui n'ont jamais pris les armes, mais dont le travail a rendu inévitable la défaite nazie. L'Allemagne a défié la plus grande puissance industrielle de l'histoire avec idéologie et courage. Il a appris trop tard que dans la guerre moderne, la production est une stratégie, la logistique une tactique et la capacité industrielle une victoire. Les Américains l'ont compris dès le premier jour. Les Allemands n'ont compris que lorsqu'il était trop tard. Et lorsque Speer a finalement vu ces chiffres 96 318 avions en une seule année, il n'a vu aucune machine. Je vais vers le futur. Un avenir dans lequel la défaite de l'Allemagne n'est pas une possibilité mais un fait accompli. La transformation de l'industrie américaine des automobiles aux tanks, des réfrigérateurs aux grenades, des radios aux radars n'était pas qu'une simple mobilisation. Il s'agissait de la plus grande concentration de puissance industrielle que le monde ait jamais connue. Face à cela, le Troisième Reich n'avait aucune chance. L'histoire de la prise de conscience par Speer de la supériorité américaine est, au fond, un témoignage du pouvoir décisif de la démocratie industrielle. En 1944, cette nation n'était pas seulement plus forte. C'était insurmontable. Les 96 000 avions n'étaient pas des symboles. Ils étaient la preuve que l'ambition totalitaire échouerait toujours face à la capacité démocratique. Et quand le dernier Panzer s'est arrêté, quand le dernier Messerschmitt est tombé, ce n'est pas faute de courage. C'est parce qu'au fond, la guerre avait déjà été perdue dans les feuilles de calcul de production.